ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 29 février 2024. Et oui, ça n'arrive que tous les 4 ans, c'est une année bissextile et donc nous avons bien un 29 février. On commence sans plus tarder avec ce qui fait la une de l'actualité de ce matin, c'est-à-dire cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu à l'aéroport du Caire le président du Conseil souverain au Soudan, le général d'armée Abdel Fattah el-Burhan. El-Sisi a ensuite accompagné el-Burhan au palais présidentiel d'El-Ettahadiyya où un accueil officiel a eu lieu. Les deux hommes ont passé en revue la garde d'honneur et l'hymne national des deux pays a été joué. Les entretiens entre le chef de l'État et le président du Conseil souverain au Soudan porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines ainsi que sur la conjoncture régionale, notamment les derniers développements de la guerre à Gaza. El-Sisi et El-Burhan examineront également le dossier de l'eau du Nil. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre l'Égypte et le Soudan, deux pays qui partagent le même destin. Voici un commentaire. Les relations égypto-soudanaises sont éternelles et solides. Une feuille de route a déjà été mise en place déterminant les plans et les mécanismes nécessaires pour renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Depuis le déclenchement de la crise soudanaise le 15 avril dernier, l'Égypte a déployé de grands efforts pour y mettre fin. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le sommet des pays voisins du Soudan afin d'instaurer un cessez-le-feu durable et sauvegarder la souveraineté du Soudan et son intégrité. En plus, le Caire a accueilli 40% de l'ensemble des réfugiés soudanais, soit 250 000 réfugiés. Au niveau politique et militaire, les deux pays ont entamé les préparatifs pour la tenue d'un comité conjoint. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement aux accords ratifiés sur le partage de l'eau du Nil, dont la déclaration de principe signée à Khartoum le 23 mars 2015. Les comités et les mécanismes conjoints ont été réactivés, dont le comité consulaire, celui de commerce, la haute autorité technique conjointe de l'eau du Nil et l'autorité de la vallée du Nil pour la navigation fluviale. Les deux pays s'étaient mis d'accord de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des projets d'infrastructure et de transport terrestre, maritime et aérien. Au niveau de coopération entre les pays du bassin du Nil, les deux parties s'étaient mises d'accord sur la création d'un fonds de développement égypto-soudano-éthiopien. Il servira le financement des projets de développement et d'installation d'infrastructures entre les trois pays. En août dernier, le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, s'était rendu en Égypte lors de la première visite à l'étranger du dirigeant soudanais depuis le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, des combats qui avaient éclaté 4 mois plus tôt. Les deux responsables avaient discuté de l'évolution de la crise au Soudan, de la situation politique et humanitaire globale et des conditions des Soudanais déplacés en Égypte, ainsi que des relations bilatérales entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la 5e édition de la cérémonie intitulée « Capable malgré la différence ». L'objectif est d'autonomiser les personnes souffrant d'handicap et accélérer leur pleine participation à la société. Un événement qui a eu beaucoup de succès comme les différentes éditions précédentes. Je vous propose de regarder un aperçu à travers ce commentaire. L'édition de la cérémonie Capable malgré la différence s'est tenue au centre des conférences d'El Manara au Nouveau-Caire, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette cérémonie annuelle s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à autonomiser les personnes ayant des besoins spécifiques et à leur garantir une pleine participation à la société. À cette occasion, le président el-Sisi a enjoint au gouvernement d'affecter 10 milliards de livres au fonds dédié aux personnes ayant des besoins spéciaux et baptisé Capable malgré la différence. Nous devons prendre soin les uns des autres, s'entraider, se soutenir, ne serait-ce que par la parole et contribuer par des actes et même par des ressources, a dit M. le Président. L'Égypte a adopté une approche multidimensionnelle au cours des 10 dernières années visant à renforcer l'autonomisation économique et l'inclusion sociale de ce groupe. L'inclusion des personnes ayant des besoins spécifiques est une responsabilité nationale et un devoir moral. Et l'État s'engage à fournir tous les moyens nécessaires pour soutenir les personnes ayant des besoins spéciaux afin de leur permettre de réaliser leur plein potentiel, a déclaré le président.
La 5e édition de la cérémonie Capable malgré la différence est différente cette année car elle se tiendra à l'échelle arabe avec la participation de personnes handicapées des pays arabes frères, a souligné Nevin Mouqabbaj, ministre de la Solidarité sociale. Elle a ajouté que l'événement met la lumière sur les services offerts par les différents ministères aux personnes handicapées en soulignant les exemples inspirants de personnes qui ont transformé leur handicap en une force. Selon Ashraf Sobhi, ministre de la Jeunesse et du Sport, la 5e édition comporte également un certain nombre de spectacles et d'activités mettant en valeur les talents et les réalisations des personnes handicapées. Actuellement, environ 1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, souffrent d'une forme ou d'une autre de handicap. 80% d'entre elles se trouvent dans les pays en développement. D'après l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, la CAPMAS, les personnes souffrant de handicap représentent en Égypte 11,2% de la population. Sur le plan régional cette fois-ci, l'armée de l'occupation israélienne a de nouveau bombardé hier la bande de Gaza où la guerre a fait près de 30 000 morts, principalement des femmes et des enfants. L'armée israélienne menace la population de famine pendant que les pays médiateurs espèrent arracher une trêve avant le Ramadan. En effet, la triple médiation égyptienne, qatari et américaine intensifie ses efforts pour parvenir à une trêve prochaine à Gaza avec l'approche du Ramadan et la situation humanitaire catastrophique. Cette trêve s'impose désormais comme seule issue. Voici un commentaire. Après bientôt 5 mois de guerre, les États-Unis et le Qatar espèrent obtenir une trêve avant le début du Ramadan, qui commence le soir du 10 ou le 11 mars, permettant la libération d'une partie des 130 otages détenus à Gaza. Mais cette guerre, qui a transformé Gaza en zone de mort selon l'ONU, est déjà et de très loin la plus meurtrière des 5 conflits qui ont opposé Israël au Hamas. À travers le territoire assiégé par Israël, les civils sont pris au quotidien dans les combats et les bombardements, qui n'ont épargné aucune zone, dévasté des quartiers entiers et forcé de nombreuses familles à fuir. L'ONU estime que 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine, en particulier dans le nord, où les destructions, les combats et les pillages rendent presque impossible l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est dans ce contexte que les forces aériennes égyptiennes effectuent des opérations de largage d'aide humanitaire sur Gaza. Selon le porte-parole des forces armées égyptiennes, les opérations de largage ont été effectuées avec la participation des Émirats arabes unis et de la Jordanie. Ces deux pays avaient effectué des opérations similaires. Parallèlement sur le terrain, l'armée de l'occupation israélienne a de nouveau bombardé hier la bande de Gaza. Elle a continué à mener des opérations terrestres contre le Hamas à Khan Younis, transformé en champ de ruines, et préparé une offensive contre Rafah à quelques kilomètres plus au sud. Sont massés près d'1,5 million de Palestiniens selon l'ONU, pour la plupart des déplacés, piégés dans un périmètre exigu contre la frontière. Malgré de multiples mises en garde internationales, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de lancer une offensive sur cette ville, qui est selon lui le dernier bastion du Hamas, afin d'éliminer définitivement le mouvement. Il a affirmé qu'une trêve ne ferait que retarder cette offensive. La 55e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, l'Égypte a souligné les incohérences internationales dans la gestion des crises et des droits de l'homme, particulièrement en ce qui concerne la situation à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a exprimé sa préoccupation quant à la gestion internationale de la crise à Gaza, mettant en lumière une politique de 2 poids, 2 mesures dans le traitement des violations des droits de l'homme. Lors de son discours à Genève, il a notamment critiqué les tentatives de certains acteurs internationaux de saboter les efforts de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, alors même qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la guerre dans d'autres crises. Cela revient à donner Israël le feu vert pour poursuivre ces violations, a-t-il dit. Et sur le plan national, le dialogue national justement lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en avril 2022 poursuit ses séances avec un focus sur le dossier économique. Depuis lundi donc, le dialogue discute notamment de l'inflation, de la flambée des prix,
de la dette publique, mais aussi du déficit budgétaire. Voici un compte rendu. Jour et depuis lundi, représentants des ministères concernés et spécialistes discutent de l'inflation, de la flambée des prix, de la dette publique, du déficit budgétaire, des priorités de l'investissement public, des règles de gestion des priorités de l'État et de la justice sociale, selon le coordinateur du dialogue national, Dia Rochouan. Lors d'une rencontre dimanche avec les membres du conseil d'administration du dialogue national, le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé la participation des représentants du gouvernement et a déclaré avoir demandé à ses ministres de lui présenter un bilan des recommandations formulées. D'autre part, Madbouli a proposé la formation d'un groupe de coordination avec les membres du dialogue national afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. La première phase du dialogue national avait débuté le 3 mai 2023 et a traité de plusieurs dossiers politiques, notamment des élections ainsi que de dossiers relatifs à la santé et à l'éducation. Elle a été suspendue fin septembre à la veille de l'élection présidentielle après avoir tenu 90 séances. Sur le plan politique, les recommandations de la première phase du dialogue tournaient autour du développement de la vie partisane et des municipalités et la révision des lois sur l'exercice des droits politiques, alors que le débat social s'est centré sur l'enseignement, la santé, la question démographique et la famille. Sur le plan économique, l'amélioration des taux de croissance, des exportations, la justice sociale, le développement de l'industrie, de l'agriculture et du commerce interne ont été au centre du débat. Ces recommandations ont ensuite été soumises au président de la République avant d'être envoyées au gouvernement et le Parlement. Et la ville de Sharm el-Sheikh a été couronnée destination la plus sûre au monde par l'Union africaine asiatique. Ce prix a été décerné suite à un vote unanime de 100% par un jury international de 42 membres. L'Union africaine asiatique, issue de l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, est un acteur clé dans les domaines du tourisme, du développement, de la recherche et du commerce électronique. Son objectif est de promouvoir le tourisme en soutenant tant les entreprises locales que le secteur privé et d'accroître les revenus par l'innovation technologique. La consécration de Sharm el-Sheikh s'est basée sur plusieurs critères, notamment le tourisme, la durabilité, la performance économique, la santé, la sécurité ainsi que la protection. Et puisqu'on parle de Sharm el-Sheikh, on va s'intéresser au tourisme. À présent, nous allons découvrir les dernières nouvelles qui concernent donc ce domaine à travers un commentaire signé Hadia Osman et Chérif Boussira. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Issa, a assisté à la célébration du 114e anniversaire de la fondation du musée Copte, situé dans le secteur du complexe religieux à Masr al-Qadima, et a inauguré la salle d'exposition du manuscrit du livre des psaumes après avoir achevé sa restauration et sa documentation. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a commencé l'événement par une visite à la salle destinée à l'exposition du manuscrit du livre des psaumes, au cours de laquelle il a écouté une explication détaillée de M. Malak Mouchi, directeur du centre d'information du musée Copte, sur l'histoire du manuscrit, de ses pages et de ses dossiers, car il est considéré comme le plus ancien livre complet de psaumes copte, ainsi que sur le projet de restauration et de documentation de celui-ci, qui a duré près de 5 ans aux mains d'une équipe de restaurateurs égyptiens du musée copte et du musée d'art islamique. Le ministre a également inspecté l'exposition d'archives intitulée « Sélection des archives du musée copte », organisée par le musée en marge de la célébration du 114e anniversaire de la création du musée, en coopération avec l'administration générale des archives du secteur des musées. Le musée copte abrite la collection la plus exhaustive d'artefacts coptes au monde ouvert depuis 1910, grâce à l'initiative de Marcus Simaïka Pacha, une figure chrétienne du premier plan par la préservation du patrimoine copte. Simaïka Pacha avait rassemblé des artefacts coptes et un certain nombre d'éléments architecturaux provenant d'églises anciennes en cours de rénovation. Il a utilisé ces artefacts coptes pour fonder le musée et constituer sa collection. La collection d'artefacts du musée reflète l'histoire copte depuis ses débuts en Égypte jusqu'à son apogée en tant que centre du christianisme dans le monde.
Les origines du christianisme copte en Égypte remontent à la visite de Saint Marc dans la ville d'Alexandrie au 1er siècle après Jésus-Christ. Les artefacts exposés dans le musée reflètent le mélange de l'art copte avec les cultures dominantes, notamment pharaonique, grecque, romaine, byzantine et ottomane, et son développement pour avoir sa propre personnalité et identité. La citadelle du Caire, aussi appelée citadelle de Saladin, qui est l'une des plus grandes citadelles du monde. Elle vient d'ouvrir une nouvelle aile abritant 2 tours semi-circulaires, les tours de Ramla et Haddad, qui sont donc désormais accessibles au public. Jusqu'alors, cette partie de la forteresse était uniquement utilisée pour des événements privés et pour abriter les casernes de l'armée et de la police. Elles viennent d'être restaurées. Je vous propose tout de suite de découvrir en images. Les 2 tours de la citadelle du Caire, la citadelle de Saladin, ont été bâties dans les décennies suivant la mort de Salah ad-Din el-Ayyoubi, qui avait lancé l'édification de la citadelle par ses successeurs Sultan al-Adil el-Ayyoubi et Sultan al-Nasr Salah ad-Din. Les 2 tours sont en forme de cercle, construits aux 3 quarts et possèdent 2 étages. 2 autres cours sont également dans l'enceinte de la citadelle, mais elles sont fermées au public. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a indiqué que l'ouverture de cette section faisait partie d'un plan plus large pour améliorer le tourisme en Égypte. Les agences de voyage m'ont indiqué que la visite de la citadelle ne durait pas plus d'1 heure. Notre plan pour les mois à venir est d'étendre ce temps de visite pour le faire passer d'1 heure à 3, a-t-il notamment déclaré. Ce plan sera formellement annoncé et précisé le mois prochain. Cette ouverture fait partie du premier levier actionné pour relancer le Caire comme un produit culturel nouveau que nous appellerons Cairo City Break, dont les détails seront dévoilés très prochainement selon le ministre du Tourisme et des Antiquités. La citadelle du Caire, datant d'environ 1176 après Jésus-Christ, est l'une des plus grandes citadelles du monde. Sa construction a été lancée sous le commandant militaire musulman Salah ad-Din el-Ayyoubi, qui a ensuite conquis Jérusalem face aux croisés en 1187 après Jésus-Christ. La forteresse, qui offre une vue panoramique sur le Caire, a été le siège du gouvernement égyptien pendant plus de 700 ans. En 1798, elle est témoin de l'invasion des troupes françaises pendant la campagne d'Égypte de Napoléon. En 1976, la citadelle du Caire a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 mosquées, Mohammed Ali et Nasser Mohammed, et 3 musées, les musées militaires égyptiens, de la police et du sultan Hassan, sont abrités au sein de la citadelle de Saladin. Elle offre également un point de vue panoramique sans pareil sur la capitale égyptienne. On se quitte à présent avec ce commentaire sur la 72e session du Festival du film catholique égyptien qui a débuté lors de son discours d'ouverture de ce festival. Le père Boutros Daniel, président du festival, a mis l'accent sur l'importance de l'art et son rôle dans la société, la préservation de l'identité égyptienne. Très bonne suite de programme et à très bientôt. La cérémonie d'ouverture de la 72e session du Festival du film catholique égyptien s'est tenue en présence du président du festival, le père Boutros Daniel. Dans son discours d'ouverture de ce festival, le père Boutros Daniel a mis l'accent sur l'importance de l'art, son rôle dans la société et la préservation de l'identité égyptienne. Nous dédions la session du festival de cette année aux âmes des martyrs en Palestine, victimes de violences et de meurtres. Il a poursuivi. Nous avons des critères pour choisir les films. Pour la première fois, nous avons choisi un film qui a été déjà projeté dans un festival, puis nous l'avons choisi. Il s'agit du film Anf wa Thalath Uyun, ou Un nez et 3 yeux. Le comité est toujours très prudent dans son choix.
Le festival a honoré un groupe d'artistes. Le prix du leadership cinématographique a été attribué à l'acteur Samah Sariti, l'acteur Ahmed Fouad Selim, l'actrice Magda Zaki, l'actrice Hala Sedhi. Le prix spécial du centre est allé au réalisateur Sherif Arafa et le prix Farid El Mazawi a été décerné à l'acteur Nagui Saad. ريم بالنسبة لي حاجة حلوة قوي 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 ما كنتش متوقع. Pour moi, être honoré, c'est quelque chose de fantastique et de très touchante, à laquelle je ne m'attendais pas. Cet honneur m'a donné le sentiment d'avoir eu un impact sur le public grâce à mon travail et aux œuvres auxquelles j'ai participé. Le prix du père Youssef Mazloum a été décerné à l'artiste Jamil Bersoum, le prix d'excellence des médias au journaliste Amr El-Leithi, le prix de la créativité artistique à l'auteur Abdelrahim Kamel et le prix de la créativité artistique au directeur de la photographie Ahmed El Moursi. المركز الكاثوليكي مركز ليه قيمة كبيرة جدا وثقل وتاريخ كبير جدا هو الأقدم في المهرجانات. Le centre catholique a une très longue histoire et une grande importance. Ils ont des critères de sélection très précis. C'est la première fois pour moi d'être honoré pour l'ensemble de mon travail. Cela représente quelque chose d'important pour moi dans mon parcours. وكمان ده أول تكريم أحصل عليه بشكل عام كده على كل الأعمال يعني.